décide de tout, au mépris des contribuables, des municipalités et même de... Mont-Pinac devait être affecté la conservation. Suite à une consultation publique, la vocation récréation a été adoptée. Des citoyens inquiets, devant l'ampleur du projet récréatif, s'adressent au ministère de l'Environnement. Et quelques mois plus tard, en avril 88, M. Lincoln écrit au préfet de la municipalité régionale de Comté, je cite, « Aucun aménagement sur ce massif ne devrait se réaliser sans prendre en compte les considérations environnementales. » La question au ministre de l'Environnement, est-ce qu'il croit toujours, comme il le disait l'autre soir à Radio-Canada, que la seule façon de protéger le Mont-Pinac, c'est son achat par une fondation? Et est-ce qu'il ne croit pas que le dézonage agricole de ce site, avec lequel il s'est dit publiquement d'accord, va entraîner une spéculation qui rendra le coût de ce terrain tout à fait prohibitif pour une fondation? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, le député de la Prairie a raison de souligner que depuis la mise en vigueur de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est le monde municipal, plus directement les municipalités régionales de comté qui ont la première responsabilité en matière d'aménagement du territoire. Il a également raison de souligner que dans le cas de la MRC Brome-Missisquoi, des audiences publiques ont été tenues, la population s'est fait entendre. Maintenant, ce débat fait l'objet d'un litige devant les tribunaux de droit commun et je n'ai pas l'intention d'émettre de commentaires additionnels. En ce qui concerne le ministère de l'Environnement du Québec, c'est effectivement en 1987 que le ministère fut saisi du dossier du Mont-Pinac. Le ministère a immédiatement indiqué à tous les intervenants au dossier, autant l'association de conservation, les représentants municipaux de la ville, du village de Frelichburg, ainsi que de la MRC, que son rôle était limité par le libellé et l'esprit de la législation en matière environnementale. Et sur ce, Monsieur le Président, vous me permettrez de référer le député de La Prairie au règlement relatif à l'administration de la loi sur la qualité de l'environnement, qui, comme il le sait, parce que ce règlement ne date pas d'hier, exclut de l'obtention de certificats d'autorisation les projets qui prévoient des constructions destinées à l'habitation ou aux équipements récréatifs. Le ministère de l'Environnement s'est quand même impliqué dans le dossier, Monsieur le Président, a quand même commandé un rapport. Ce rapport, sous mon prédécesseur, M. Lincoln, a été obtenu en 1988 et ce rapport indique très sommairement, M. le Président, que tout aménagement lourd impliquant un déboisement et l'implantation d'infrastructures devrait être exclu des hauts versants et du sommet du Mont-Pinac, qu'aucun obstacle ne vienne perturber le point de vue visuel exceptionnel du sommet du Mont-Pinac, que les aménagements puissent éviter les zones de pente forte, que les érablières de qualité sur les moyens et les bas versants soient bien localisées et suffisamment préservées. Monsieur le Président, si la préservation... Un instant. Alors, j'ai demandé au ministre de conclure rapidement, là. Alors, très bien. Vous avez une question complémentaire? Allez-y. Oui, Monsieur le Président, puisque ce projet déchire la population depuis 4 ans, puisque les avis du Conseil consultatif sur l'environnement sont très clairs, puisque l'avis de son prédécesseur était de conserver ce mont, pourquoi est-ce que le ministre n'a pas recours à l'article 6.3 de la loi sur la qualité de l'environnement qui lui permet de commander au bureau d'audience publique des audiences publiques? Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas ses responsabilités pour protéger un des plus beaux sites des cantons de l'Est et un site qui est dans son comté à part de ça? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je remercie le député de La Prairie de souligner le caractère magnifique et du site et du comté que j'ai l'honneur de représenter à l'Assemblée nationale du Québec. Dans ce contexte, Monsieur le Président, dans ce contexte, il me permettra de continuer à énumérer les contraintes que souhaite voir imposer le ministère de l'Environnement du Québec à tout développement dans ce secteur. Monsieur le Président, j'ajoute aux contraintes déjà énumérées dans ma réponse à la question principale les contraintes suivantes. Que les habitats fauniques reconnus essentiels, les ravages de cerfs de Virginie ou la nidification d'oiseaux soient clairement protégés. Qu'un plan d'aménagement global soit dressé en accord avec les contraintes
et les potentiels du milieu et les activités de développement projetées. Malheureusement, Monsieur le Président, suite au dépôt de ce rapport sous mon prédécesseur, les partis impliqués dans le projet ont maintenu leur position de départ qui sont diamétralement opposées et le député de la Prairie a raison de souligner que ces oppositions déchirent une population dans le secteur que je représente à l'Assemblée nationale du Québec. Maintenant, le ministère de l'Environnement maintient sa position de base, celle de rapprocher les partis dans le but, Monsieur le Président, de marier un certain développement avec de la conservation. C'est ce qu'on appelle de ce côté-ci de la Chambre du développement durable. Et nous souhaitons, Monsieur le Président, que ceux et celles qui, de l'autre côté, se moquent du développement durable fassent preuve de plus de conscientisation en matière environnementale. Question complémentaire. Mais est-ce que le ministre, au lieu d'essayer de rapprocher les partis, ne pourrait pas se rapprocher de son texte de loi 6.3 qui lui permet d'intervenir, puisque l'entrée en vigueur d'un décret qui dézonerait ce site permettrait à Désourdi, Sibéca, d'entreprendre tout de suite ces travaux considérables. Est-ce que le ministre peut s'engager à combattre l'adoption de ce décret au Conseil des ministres? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, compte tenu que la question du député de la Prairie touche à la question de zonage agricole, qu'il s'agit essentiellement de la même question soulevée par le député d'Arthabasca la semaine dernière, je demanderai, quant au dézonage agricole, à mon collègue qui a la responsabilité en matière de zonage agricole, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, d'apporter un complément de réponse. S'il vous plaît. Alors, une question qui est renvoyée au ministre de l'Agriculture. Je pense que je peux permettre une référence rapide dans une conclusion, Monsieur le ministre de l'Agriculture. C'est une question de règlement, Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le Président, quand on demande... Monsieur le Président, quand le ministre demande, le député de la Prairie demande au ministre s'il va se servir de l'article 6.3, puis s'il va soumettre le tout au BAP, il me semble que c'est clair, ça. S'il ne veut pas répondre, c'est de ses affaires. Mais qu'il n'essaie pas de se sortir de son pétrin là, en essayant de pelleter ça dans le cours d'un autre. Qu'il réponde à sa loi. Veut-il l'appliquer, oui ou non, sa loi? Est-ce qu'il va combattre le décret éventuellement avec les lettres de sa loi? Êtes-vous capable? Alors, sur la question de règlement, Monsieur le leader du Président, gouvernement. c'est courant dans cette Chambre qu'un ministre qui est interpellé sur un sujet donné peut référer à un autre collègue pour un complément de réponse. Et d'ailleurs, la question y référait. Devons-nous comprendre que l'opposition officielle ne veut plus croiser le fer avec le ministre de l'Agriculture suite à la performance de Tabasca? Alors, écoutez, évidemment, la question est posée au ministre. Il a répondu partiellement. Il renvoie au ministre de l'Agriculture. Rapidement, à quelques secondes, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Oui, rapidement, Monsieur le Président, je pense que c'est à cet endroit-là, justement, que le député de la Prairie fait fausse route. Ce qui est contesté dans le dossier, c'est pas le fait que la loi s'applique en ce qui concerne les discussions entre la MRC et la Commission de protection du territoire agricole. Ce qui est contesté, c'est le schéma d'aménagement de la MRC. Et c'est ça que M. Guy Côté et quelques-uns de ces gens-là contestent. Laissez faire ça. Il y a quelqu'un qui va charger de ça, justement, de faire en sorte, au niveau du tribunal, de voir si la contestation en nullité peut s'appliquer. Et par la suite de ça, nous faisons notre travail, la loi s'applique. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qui vient changer dans le portrait, les choses difficilement ça. Le décret vient faire en sorte d'appliquer une loi votée par le Parlement du Québec et nous allons... c'est pas parce que vous avez voté contre que la loi n'existe pas. Voyons donc, depuis quand? D'ailleurs, la plupart du temps, depuis quelque temps, vous ne votez pas pantoute, donc ça doit s'appliquer encore mieux. Alors donc... Alors, en question principale, je vais reconnaître Monsieur le député de Louis Hébert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je viens de recevoir du protecteur du citoyen copie d'une longue lettre qui est adressée au ministre de la Santé et des Services sociaux, dans laquelle il dit s'inquiéter profondément du respect des droits des citoyens en ce qui concerne le projet de loi 120.